Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de boire plus d'eau pour sécher, de gaspillage moderne et de secrets pour vivre plus longtemps. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas été connectés ce week-end sur le site, sachez que j'ai sorti un guide alors il y a un test, une vidéo et un PDF sur notre profil fitness, ce que j'appelle le profil psychologique fitness. En fait, ce sont des chercheurs qui se sont basés sur le profil des Big Five, si vous connaissez, pour les personnalités, et ils ont réussi à en tirer pas un test, mais des traits de personnalité liés à l'activité physique et à la sédentarité. C'est-à-dire qu'en fonction de votre profil psychologique, vous allez avoir plusieurs façons de réagir face à la sédentarité ou au sport. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner des armes face à ça. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait le test, vous aurez votre profil, et quand vous aurez votre profil, ça vous permettra, avec les outils que je vais vous donner, de contrecarrer vos faiblesses et d'encourager vos forces, quoi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans les notes. Alors évidemment, c'est surtout pour les gens qui sont passionnés comme moi, hein, qui ont envie de savoir pourquoi des fois il y a des séances qui sont plus simples que d'autres, pourquoi il y a des lieux, pourquoi il y a même des étapes psychologiques qui peuvent conduire à être plus en phase avec l'entraînement que d'autres. Parce que par exemple, moi je sais que j'ai un ami, lui, quand il est fortement en colère, c'est là où il fait les meilleures séances, parce qu'il arrive à transférer sa colère à la barre et à l'énergie qu'il va mettre dans son entraînement. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, quand je suis en colère, j'ai qu'une envie, c'est de me rejouer la scène pour aller zigouiller l'origine de ma colère. Donc moi, ça peut parasiter ma séance. Donc moi, j'ai des outils pour aller à l'encontre de ça, justement, et de ne pas me laisser polluer par ces saloperies. Mais on voit bien que deux individus peuvent avoir deux réactions différentes face à certaines émotions. Et donc, voilà, j'avais envie de vous en parler parce que moi, ce sont des sujets qui me passionnent. Et vous, je pense que certains d'entre vous, en tout cas, aussi. Donc, vous avez le lien dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle « Booste ta forme grâce à ton profil psychologique ». Alors, autre petite news, je pense que comme bon nombre d'entre vous, j'ai reçu ce week-end le guide des blessures en musculation là, de la vieille Gundil. Je peux vous en faire un petit retour rapide, parce que c'est pas un roman, hein, c'est un livre où on va regarder directement là où ça nous intéresse. Alors, pour ceux qui ne lisent jamais, qui ne suivent rien et tout ça, vous allez en apprendre beaucoup sur les pathologies liées à la musculation. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, qui font leurs propres recherches, qui ont le nez dans les études et tout, bien sûr, vous allez en apprendre un peu moins, mais quand même, on voit qu'il y a eu un travail de synthèse, il y a eu un travail de vulgarisation, etc., qui a été fait. La mise en page n'est pas exactement la même que d'habitude, notamment, il me semble, sur la bibliographie.
Elle est, au fur et à mesure du livre, il me semble, et je sais pas si c'était pareil dans les autres, en tout cas dans tous les autres. Je les ai pas tous, hein. Moi, j'ai les méthodes de Lavier, j'ai le pour les abdos, pour les bras. Euh, enfin, je crois que je les ai presque tous. J'ai pas celui pour le sport. Le, le, celui pour le sport en général, je l'ai pas. Moi, c'est plutôt basé sur la muscu. Bon, bref, ceux qui sont abonnés à l'espace VIP, il y a des choses qu'ils connaissent peut-être un peu déjà, mais il me semble que le bouquin, il a cet avantage d'être, comment dire, de mettre à la fois des explications, donc de la pédagogie sur comment ça fonctionne. Par exemple, les tendons, tout le chapitre sur les tendons est très intéressant. Avec quelques petits exercices et tout à faire. Alors je vais pas les dévoiler ici puisque le but c'est quand même pour les auteurs de vendre leur bouquin, et on sait à quel point ça leur tient à cœur, et c'est normal puisque c'est leur gagne-pain. Mais en tout cas, vous perdrez pas votre argent si vous voulez le commander ou vous le faire offrir à Noël. Vous allez avoir des choses surtout si vous avez les précédents livres, des choses qui vont venir euh, un peu répéter parfois ce que vous avez pu lire dans les précédents livres, mais ça apporte quand même pas mal de nouveautés, et il vaut largement son prix. Et je vous dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement, parce que c'est pas le cas, je l'ai payé avec mes sous, et enfin voilà, c'est pas un placement de produit ou quoi que ce soit, c'est vraiment un retour, et vous savez à quel point, voilà, des retours comme ça, j'en fais très rarement, mais quand il y a un bouquin qui est bien dans le monde de la muscu, j'en parle, quoi, voilà. Donc ça, c'est, il me semble, pour tout pratiquant de muscu, à avoir dans sa bibliothèque, surtout pour ceux qui ont des pathologies ou qui ont envie de ne pas en avoir dans leur parcours. Mais ça, je n'essaierai pas de convaincre cela puisque c'est peine perdue. Bon, premier sujet du podcast, alors boire de l'eau, les bienfaits confirmés. Alors confirmés, on savait déjà que c'était confirmé que boire de l'eau, c'était bien. Mais après, c'est sur la perte de poids. Donc, il y a une nouvelle étude de l'Université de Californie à San Francisco qui éclaire sur les bienfaits réels une hydratation optimale. Il faudrait définir après ce qui est optimal, mais bon. Selon cette recherche publiée dans JAMA Network Open, boire suffisamment d'eau, soit environ 8 verres d'eau par jour, peut prévenir les problèmes de santé courants. Alors, c'est marrant parce que ce 8 verres, 8 glass, comme ils disent en anglais, c'est vraiment sur toutes les applis pour pas oublier de water reminder, là, je sais comme ils appellent là, de pas oublier de boire et tout. C'est toujours les 8 verres d'eau. Moi, ça me fait 8 verres comment? Parce que si c'est 8 verres, ça peut être des shooters, des verres à moutarde, ou les verres que moi j'utilise, c'est des verres qui font à peu près en 330 millilitres. Donc, si vous savez, c'est les verres très gros dans lesquels on vous sert votre Coca Light ou votre Perrier en terrasse, ces grands verres là. Moi, j'en ai des comme ça chez moi. Comme ça, au moins, je suis sûr que à verre plein, je bois plus qu'un verre plein à moutarde. Donc bon, est-ce que c'est 8 verres d'eau qu'il faut que je boive? C'est en fonction des verres que vous utilisez. Moi, je préfère compter en millilitres. Donc les calculs rénaux et la perte de poids sont les principaux bénéficiaires. Donc ceux qui ont des calculs rénaux. Je sais pas si les calculs rénaux, eux, ils en bénéficient pas. Au contraire, ils disparaissent. Donc ils se voient anéantis par une consommation d'eau suffisante. Donc, boire 8 verres d'eau quotidiennement diminue significativement le risque de récidive des calculs rénaux. Pour la perte de poids, les adultes consommant environ 6 verres avant les repas ont observé des résultats positifs, bien que ce ne soit pas prouvé chez les adolescents. Donc, je répète, pour la perte de poids, les adultes consommant environ 6 verres avant les repas, 6 verres avant les repas, ont observé des résultats positifs. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment ils calculent ça, mais 6 verres, un verre lambda. Alors, on va essayer de voir ce que ça fait un verre lambda, déjà. Donc, un verre d'eau moyen, ça fait 24 à 25 centilitres, donc millilitres, quoi, 250 millilitres. Bon, c'est pas... on est à peu près à 100 de moins que ce que moi je bois dans mes verres. Donc il faudrait boire, là vous pouvez faire le calcul en millilitres directement, il faudrait arriver avec une hydratation à hauteur d'à peu près 1,5 litre avant les repas.
Donc ça veut pas dire vous buvez 1,5 litre avant de passer à table, hein. N'allez pas, vous rendre malade, c'est pas bon, ça c'est pas bon, vous pouvez même y rester, hein. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait, alors peut-être pas au petit déjeuner parce que boire 1,5 litre entre le réveil et le petit déjeuner, c'est compliqué, mais par exemple, c'est possible entre le réveil et le repas du midi d'avoir bu sa bouteille d'eau, quoi, par exemple. Et puis, pareil entre, le repas du midi et le repas du soir. Et avec ça, ça permettrait, déjà d'atteindre ces 3 litres d'eau pour ceux qui font beaucoup de sport, c'est pas idiot, quoi, si vous avez votre entraînement et tout, les 3 litres, vous pouvez y arriver assez facilement. Mais ça permettrait visiblement d'avoir une perte de graisse un petit peu euh, accentuée. Alors accentuée, je sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas optimisée. Donc l'eau aide à prévenir les migraines aussi, les infections urinaires et contrôle la tension artérielle. Enfin, régule la tension artérielle, on va dire. Par exemple, les diabétiques avec des taux de glucose élevés ont bénéficié d'une consommation accrue de 4 verres d'eau, 4 verres par jour, donc une augmentation de 4 verres d'eau par jour. Et les femmes sujettes aux infections urinaires ont réduit leur fréquence en buvant 6 verres supplémentaires. Donc, en fait, l'hydratation, quand vous buvez pas mal, ça a tendance à diluer, en fait. Donc la dilution des choses nocives, c'est bien puisque, du coup, il y a moins d'impact et tout. Mais par contre, ça peut aussi, pas dissoudre, mais comment on dit? Heu, ouais, c'est pas c'est ça va plus il va y avoir un ratio, par exemple, de minéraux qui va être, moindre quand vous avez plus d'hydratation. Sauf si vous buvez des choses qui ont, des boissons enrichies en minéraux et tout, mais par exemple le sodium, il va plus se fondre dans si vous buvez beaucoup d'eau et donc du coup, c'est à ce moment-là que vous pouvez manquer un petit peu de sodium. Alors je parle du sodium, mais je parle des minéraux en général. Il faut juste, trouver le juste équilibre, quoi. Mais il faut pas en avoir peur parce qu'il y en a, du coup, ils ont peur, ils boivent, ils ont peur de trop boire, donc ils boivent pas assez. Mais alors sur la il y a une montre là, moi, enfin la montre que j'utilise, je vais pas en faire la pub à chaque fois parce que ça devient lourd. Donc je vous envoie vers mes autres podcasts, notamment le cours que j'ai fait sur le top des montres connectées en 2024 là, que vous pouvez aller voir sur mon site. Mais la montre que j'ai, quand je fais une sortie course à pied, tous les week-ends, je vais courir, puisque la semaine, je préfère marcher, en plus de ma muscu, et le week-end, je vais courir. Et quand je rentre de ma course, j'ai un petit bilan, de ma sortie, de ma VO2, tout ça. Et ça me donne, aussi, une comment dire? L'algorithme propose, enfin, en se basant sur, le capteur et tout ça, la température extérieure, enfin bon, son algorithme, à lui, le taux de déshydratation. Donc c'est-à-dire la perte en eau que j'ai eue. Et c'est vrai que, en ayant cette indication, moi, à mon retour de course, ça me permet de boire l'équivalent de ce que j'ai perdu. Alors pas d'un coup, puisque c'est pas très intelligent de faire comme ça, mais de le boire, par exemple, dans l'heure et demie suivant ma course, de me réhydrater à hauteur de ce que j'ai perdu, heu, pour être sûr au moins de remplacer les fluides que j'ai fait sortir, quoi. Et ça, c'est pas mal, je trouve, ce feedback que je peux avoir. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de montres qui le proposent. Moi, la mienne le fait et ça, je trouve ça pas mal, quoi. Voilà. Deuxième sujet, alors davantage de gaspillage alimentaire avec les médicaments anti-obésité. Alors, il y a une étude, de l'université de l'État de l'Ohio qui explore les effets des médicaments anti-obésité. Alors le fameux, sémaglutide, donc Ozempic, tous ces trucs-là, là, comment on appelle ça? Wegovy, j'allais dire Vendigo ou je sais plus quoi là, ça c'est autre chose, c'est comment on appelle ça? Les les mystères, amérindiens et tout, je crois. Enfin, vous savez là, les monstres, les machins, comment on appelle ça déjà? Les légendes urbaines et tout. Donc sur les habitudes alimentaires et le gaspillage, donc parmi les 505 adultes interrogés, 25% affirment jeter, plus de nourriture depuis qu'ils prennent ces traitements, contre 61% qui disent le contraire. Hem, alors, ils disent que le gaspillage diminue avec le temps,
Mais les patients suivant ces traitements depuis plus d'un an sont moins enclins à gaspiller grâce à une meilleure adaptation. Et les changements alimentaires incluent davantage de légumes, de protéines et graisses saines, tandis que les aliments frits, les sucreries et les féculents sont délaissés. C'est marrant, les féculents, quand c'est américain, les féculents, c'est pas la même. Ils ont pas la même image les féculents chez eux que chez nous, hein. Là-bas, depuis des années, ils savent que les féculents, c'est pas les potes, quoi. En France, si vous écoutez un petit peu tous les vendeurs de régime, enfin de régime, pas de régime, mais d'alimentation saine, il y a des féculents partout, quoi. Et puis après, les gens, ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à perdre du poids. Mais bon, bref. Toutefois, les nausées fréquentes incitent certains à jeter davantage de nourriture. Donc, selon les chercheurs, ces médicaments utilisés par 6% des adultes américains, c'est pas rien, hein. Ça fait une belle rente, hein, pour le vendeur de ce médicament. J'espère que ceux qui spéculent et qui boursicotent avaient prévu ça, parce qu'à mon avis, ça va être pas mal, là, les retours sur investissement. Donc, pourrait entraîner une réduction de la consommation alimentaire globale avec des impacts positifs sur l'environnement, moins de ressources nécessaires pour produire de la nourriture et moins de déchets en décharge. En moyenne, les patients perdent jusqu'à 20% de leur poids en un an. Cette étude appelle à sensibiliser les patients sur l'importance de réduire le gaspillage dès le début du traitement. Alors, on a réussi quand même à inventer un médicament pour devenir plus écolo. Bah oui, parce qu'en fait, ce que ça nous dit, c'est ça, quelque part. C'est que, alors sur le moment, il y a plus de gaspillage. C'est toujours ça, en fait. C'est Étienne Klein qui disait ça dans une de ses conférences. Il disait, la science apporte des découvertes, de la nouveauté et tout, mais par contre, elle ne prédit pas son utilisation et les impacts que ça va avoir sur le monde. Et c'est vrai que là, par exemple, le médicament qui, à la base, c'était des médicaments contre le diabète, se sont avérés qu'ils étaient efficaces contre l'obésité. Et maintenant, on se rend compte que, dans certains cas, les gens gaspillent, parce que c'est normal, en fait, le gaspillage. Les habitudes alimentaires, les habitudes d'achat. Par exemple, vous avez un panier de courses. euh, Sensiblement, si je vous prends votre panier de courses pendant un an, il va y avoir beaucoup de produits récurrents et même en quantité récurrente. Eh bien, c'est la même chose. Même si vous commencez à prendre votre médicament pour perdre du poids, au début, vous allez, par peur de manquer, faire les courses comme d'habitude. Sauf que vous allez retrouver devant votre assiette avec des nausées, pas faim et tout, donc vous allez moins manger et plus jeter. Donc au début, il y a un gaspillage, mais après, on s'adapte. En fait, enfin, ils s'adaptent à cette baisse. Ils ont plus besoin de manger autant. Et donc, il y a moins de gaspillage. Donc en fait, en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est aussi bon pour la planète de prendre ce médicament. Ça fait une super pub pour le médoc, mais par contre, la problématique, c'est que c'est l'utilisation à long terme, quoi. Est-ce que, parce que les gens reprochent à ce médicament qu'après, ça revient. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un coupe-faim. Ça peut être à l'inverse une méthode pour se recalibrer, c'est-à-dire, il me semble, moi, si j'étais en obésité sévère et qu'on me proposait ce médicament, parce que j'arrive pas à me couper l'appétit naturellement, j'arrive pas à m'arrêter de manger et tout, donc je grossis. Donc c'est pas génétique, c'est juste que je suis en surpoids parce que je mange trop et tout, puisque là c'est quelque chose qui coupe l'appétit, donc c'est pas quelque chose qui modifie la génétique, quelque chose qui coupe l'appétit. Donc je vais moins manger. Et durant cette période où je vais moins manger, je vais pas manger un peu de Kinder, un peu de Nutella, un peu de Choco-BN. Je vais m'habituer à manger mieux, en fait, à prendre des bonnes habitudes durant le traitement, pour qu'une fois sorti du traitement, j'ai plus besoin, en fait, du médicament, et que j'ai passé suffisamment de mois, je sais pas, ou peut-être d'années, je connais pas la durée du traitement. Et maintenant, c'est bon, je suis un peu comme un sevrage de mon ancienne vie de surpoids et de mauvaises habitudes. Et en fait, le médicament m'a permis, un peu comme un antidépresseur. L'antidépresseur seul ne sert à rien. En fait, l'antidépresseur permet de créer un certain état, de modifier un peu la chimie, de rendre plus acceptables les émotions et tout. Donc, je dis pas, quand je dis que ça sert à rien seul, c'est faux, ça sert quand même à quelque chose, mais ça permet à l'individu de pouvoir reprendre des nouvelles habitudes durant son traitement et tout. Mais les études montrent que, enfin, c'est pas les études, c'est les spécialistes dans le domaine, montrent que ça marche mieux si durant la prise du traitement, il y a une thérapie, il y a des nouvelles habitudes qui sont prises pour justement que le cerveau se recable autrement et tout, quoi. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le gaspillage alimentaire. Et enfin,
sous couvert d'une étude sur la perte de poids et l'obésité, ils sont en train de nous dire qu'il y a un médicament qui existe pour limiter le gaspillage. Donc là, on voit prochainement, il y a une fenêtre de tir là pour ceux qui vendent des médicaments. On va pouvoir limiter. Alors moi, après, j'aimerais savoir quel est l'impact environnemental de la fabrication de médicaments. Ça, j'en sais rien. Et je pense qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Si par exemple, créer un traitement contre le cancer pollue beaucoup et que du coup l'écologie s'attaque à ça, et qu'est-ce qu'on fait? On soigne moins les cancéreux, on sauve plus la planète. Ce sont c'est pas facile comme débat. Hein. Planète ou humain? Humain ou planète? C'est Pour moi, c'est des débats qui m'intéressent pas vraiment, mais c'est vrai que on peut en débattre pendant longtemps en fonction des convictions de chacun. C'est insolvable en fait comme débat. Bref, 3e sujet, développer des habitudes sportives, ce qui marche vraiment. Donc, la sédentarité est la 4e cause de mortalité mondiale après l'hypertension, le tabac et accrochez-vous, l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est assez rare de le voir. Bah là, c'est souvent, c'est parce que ce sont des études qui sont pas françaises, hein, c'est américain ou anglais ou autre. Mais l'hyperglycémie, ce qui est marrant en fait, vous savez, en France, alors là, c'est une étude japonaise de mémoire. Vous savez, en France, pourquoi il y a autant dès qu'il y a un livre qui sort sur les glucides, là je pense à Glucose Révolution et tout, ce sont les livres qui sont les plus souvent attaqués. Ou le régime Dukan, ou le Atkins. En fait, tous ces régimes qui sont où on vient, je vais pas dire diaboliser, mais réduire les glucides, ils sont très attaqués en France. C'est un truc de fou, mais on est dans un pays, il faut pas l'oublier, mais on est dans un pays de gastronomie, un pays où le pain a sa place sur toutes les tables, où les féculents, les pommes de terre et tout, pommes de terre plutôt dans le nord, et puis les pâtes, les produits à base de blé, les légumineuses et tout un peu plus dans le sud. Les glucides, les féculents, c'est quelque chose c'est presque sacré. Et dès qu'on veut retirer ça de l'assiette des gens, ou en tout cas les réduire, ah là là, non, charlatan, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tuer les gens et tout. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il y a plein d'autres pays qui l'ont compris. Et je comprends pas cette résistance face. Alors, est-ce que vous savez, tout changement, quand ça vient contraindre les gens, ils ont tendance à trouver des solutions, à traiter les gens de mal intentionnés ou autres, parce que ça leur enlève un confort, quoi. Et c'est vrai que moi le premier, hein, quand on me retire quelque chose que j'aime, je vais essayer de lire tout ce que je peux lire sur les opposants et tout, pour justement me dire, est-ce qu'ils ont vraiment raison de vouloir m'enlever telle ou telle chose, ou est-ce qu'ils font ça pour un autre intérêt. Et souvent, il y a des cas où il faut vraiment faire des efforts et c'est chiant, quoi. Mais là, par exemple, il y en a même qui l'ont vu pour le tabac, ça, qui ont dit: «Le tabac, pas de problème, vous pouvez fumer, c'est pas le tabac le problème, en fait, c'est X, Y, Z, et cetera». Bon, c'est grave. Aujourd'hui, quand même, de la clope, on sait que c'est pas bon. L'excès de sucre, on sait que c'est pas bon. L'excès de mauvaise graisse, on sait que c'est pas bon. Et donc voilà. Bon, la sédentarité, aujourd'hui, on sait que c'est pas bon. Et c'est la 4e cause de mortalité. Donc 4e cause de mortalité, c'est pas rien, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens là qui sont en train de rien faire, assis à leur bureau, qui ne fument pas, qui n'ont pas d'hypertension, qui font attention à leur diète, mais c'est pas suffisant. En fait, il vous reste encore il y a encore quelque chose, un vilain petit canard dans votre routine, quoi. Et c'est la sédentarité. Et donc cette étude japonaise qui a analysé les données de travailleurs d'âge moyen pour comprendre les facteurs qui favorisent l'adoption de routines sportives. Donc il y a ces analyses basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique, mettant en lumière des leviers essentiels pour inciter à l'exercice. Alors les résultats montrent que les individus engagés dans une démarche active de changement de comportement ont le plus de chances de s'adonner à une activité physique régulière. Et un niveau élevé d'activité physique initiale et des taux normaux de bon cholestérol, de transporteur HDL, on va dire, qui est celui qu'on a envie d'augmenter, joue aussi un rôle clé
Et à l'inverse, la consommation quotidienne d'alcool, à peu près, alors 60 grammes, ça doit faire 60 millilitres, ou plus, freine significativement cette adoption. Donc plus vous picolez, plus il y a d'alcool, moins vous avez envie de faire du sport et de bouger, quoi. Ces observations, issues des projets de santé publique menés entre 2017 et 2018, pourraient transformer les programmes de conseil de santé, etc., etc. En fait, ça en revient là. Si j'avais fait un cours sur les valeurs, donc ceux qui connaissent leurs propres valeurs. Donc là, par exemple, je vous dis, c'est quoi vos valeurs, vous, dans la vie? Moi, je les connais, mais est-ce que vous les connaissez? Si vous arrivez à définir des valeurs fiables, stables, fortes, ça vous permettra de traverser les tempêtes et notamment de donner du sens à votre pratique sportive. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'ont pas de valeur et ils n'arrivent pas à donner du sens à leur pratique, c'est-à-dire qu'ils font du sport pour avoir des abdos, être plus minces, voilà. Mais ça va pas au-delà de ça, quoi. Donc une fois qu'ils ont atteint plus ou moins le physique qu'ils veulent, la motivation s'effondre, ou alors ils s'entraînent en dents de scie, quoi. 3 mois où ils sont à fond, 3 mois où ils foutent plus rien et tout. Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des valeurs suffisamment fortes, par exemple de bouger, d'être actif, c'est quelque chose qui est profitable toute la vie. Même au-delà des abdos apparents, des veines sur le biceps et tout ça. Bouger, c'est bon, c'est comme... En fait, il faut voir ça comme la sédentarité. La problématique en fait des mauvais comportements comme l'excès de mauvaise graisse, l'excès de sucre et de glucides et le tabagisme, l'alcool et tout, c'est que ce sont des choses concrètes. Quand je dis concrètes, ce sont des choses presque matérielles, quoi, qu'on peut avoir, enfin quasiment tous sont matériels d'ailleurs. C'est palpable. Alors que la sédentarité n'est pas palpable. La sédentarité, c'est de ne rien faire. Et le fait de ne rien faire, les gens ont du mal à se dire que c'est faire quelque chose de mal. Ne rien faire, c'est faire quelque chose de mal. Et ça peut créer un bug, en fait, dans beaucoup de cerveaux. Mais n'oubliez pas ça, ne rien faire, c'est faire quelque chose de mal. Donc c'est faire quelque chose qui met en mauvaise condition physique, etc., quoi. Et d'avoir des valeurs et de donner du sens à sa pratique, j'en ai parlé largement sur mon site de ça. Si ça vous intéresse d'aller d'ailleurs, j'avais mis tout un questionnaire pour vous aider à définir vos valeurs. Alors je vais essayer de vous trouver le nom exact pour ceux qui ont envie de trouver sur mon site. Alors c'était dans un cours que j'avais proposé qui s'appelle Stopper les crises de boulimie ou d'hyperphagie. Mais on ne parle pas que de ça dans le cours. Là, c'est pour ceux qui je leur apprenais en fait à comprendre le rôle des émotions et tout dans la surcharge alimentaire, la surconsommation alimentaire épisodique, on va dire. Mais en fait, ça permettait surtout, pour ceux qui l'avaient vu, de comprendre leurs valeurs personnelles avec un test et tout. Enfin, franchement, moi, une fois que j'ai fait ce test, ça enlève beaucoup de choses parce que de comprendre ses valeurs, c'est pas simplement par rapport aux crises de boulimie ou d'hyperphagie. Moi, par exemple, je suis pas sujet à ça. Bon, j'ai quand même fait le test. Pourquoi? Parce que vous savez, ce qu'on appelle les crises existentielles dans la vie, c'est par du manque de sens, on trouve pas d'intérêt à certaines choses. Et ceux qui ont à peu près mon âge traversent plus ou moins midlife crisis, la crise de la quarantaine, la crise de la mi-vie. Et ce qui est normal, c'est pas obligatoire chez tout le monde, mais c'est normal de traverser des changements à cet âge-là. Et souvent, en fait, c'est le manque de sens. Les gens ne connaissent pas leurs valeurs. Ils ne savent pas ce qui vraiment les énergise ou réduisent leur niveau d'énergie. Et de connaître ces valeurs, moi, je trouve ça... quand on a rempli le questionnaire, après, on se dit « Ok, le questionnaire, je l'ai rempli. Est-ce que je suis en accord avec les choses qui ont du sens pour moi, qui comptent pour moi dans ma vie et au quotidien ?» Et on peut mettre des petites choses en place pour être beaucoup plus aligné avec ses valeurs et tout de suite, immédiatement dans la semaine où on commence à mettre... Enfin, moi, personnellement, c'est quand je suis aligné avec ça, quand je pratique l'activité alignée avec ça, mon état s'améliore tout de suite. Si je traverse une période un peu de stress ou d'anxiété, si je m'aligne avec mes valeurs, immédiatement, mon niveau d'énergie remonte, mon intérêt pour avancer remonte, etc. Et il me semble que la société dans laquelle on est en ce moment a tendance à nous imposer un peu des valeurs et tout. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. En fait, on est tous différents.
Faut pas chercher à être pareil que le voisin, on est tous différents. Et c'est pour ça que ce test, il me semblait intéressant, quoi. Donc, si ça vous intéresse, il s'appelle Stopper les crises de boulimie ou d'hyperphagie. C'est sur mon site. La vignette, c'est Homer Simpson qui se gave de frites et de hamburgers. C'est une image un peu humoristique que j'avais mise, mais après, le contenu, je vous garantis, il est très sérieux. À la base, il était fait pour les personnes qui étaient en problème de TCA et tout. C'était pour leur apporter un petit peu d'informations, mais il s'est révélé être beaucoup plus large que ça sur ce que je vous disais pour les problèmes existentiels et autres, quoi. Donc, allez le voir sur mon site www.fitnessmiss.fr. Ensuite, j'avais le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était le secret pour vivre plus longtemps. Donc, c'est selon une étude australienne, les plus de 40 ans aux États-Unis pourraient gagner 5 ans de vie en devenant aussi actifs que les 25% les plus sportifs de la population. Donc en gros, on peut augmenter son espérance de vie en passant d'une tranche à une autre, quoi, de sportifs. Donc les chercheurs de l'université Griffith, ont démontré que l'activité physique mesurée avec précision grâce à des accéléromètres est 2 fois plus bénéfique que les estimations précédentes. Donc les chiffres clés sont frappants. Les plus actifs ont 73% de chances en moins de mourir prématurément que les moins actifs. Une simple heure de marche offrirait à ces derniers 6 heures de vie supplémentaires. Donc c'est marrant, ramener limite à la journée, quoi, 1 heure de marche, 6 heures de vie supplémentaires. L'impact est maximal chez les moins actifs qui pourraient vivre en moyenne 11 ans de plus en atteignant les niveaux d'effort des plus actifs. Alors le professeur Lehner Wirman souligne que l'équivalent de 3 heures de marche quotidienne suffirait pour rejoindre ce groupe élite. En comparaison, l'inactivité physique rivaliserait avec le tabac en termes de dangerosité. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans des précédents podcasts, mais la sédentarité, on dit que c'est le nouveau tabagisme. Parce que ça fait partie des causes de mortalité, on en parlait juste avant d'ailleurs. Et donc je répète, en comparaison, l'inactivité physique rivaliserait avec le tabac. Donc voilà, donc les auteurs appellent à revoir les politiques publiques pour promouvoir les activités physiques par des infrastructures adaptées, etc. Alors c'est piétons, cyclistes et tout, c'est bien. Alors dites ça aux Parisiens, ils vont vous regarder avec vous fusiller du regard pour ceux qui roulent en bagnole. Enfin, c'est normal. Moi, le premier, si je devais aller bosser, on n'a pas passé le permis pour aller dans les transports en commun, quoi. Les transports en commun, c'est bien quand on est citadin et qu'on est de ville à ville, et encore pas pour tous, mais quand on est de banlieue à ville, les transports en commun, c'est un enfer, hein. J'ai connu ça par le passé, vous devez faire je sais pas combien de changements, et puis vous êtes avec des gens que vous n'avez pas envie de voir, qui puent, d'autres, bon, vous pouvez faire des bonnes rencontres, mais des fois, vous êtes à côté de celui qui a pas pris de douche le matin, je vous garantis que, c'est sympa, quoi. Et c'est vrai que passer le permis de conduire, c'est aussi une forme de liberté. Et ben voilà. Après, vous pouvez covoiturer, aller avec vos amis pour essayer de réduire la pollution, enfin le nombre de bagnoles sur le truc. Mais c'est Tintin, quoi, pour ceux qui habitent en banlieue et qui doivent aller travailler loin. Toutes ces histoires de piétons, de pistes cyclables, ça les fait rire, quoi. Parce que jamais de la vie, quand vous devez aller déposer les gosses à un endroit, puis le timing est serré, quoi. Ça, c'est bien bref. Je sais que vous me comprenez. C'est assez peu faisable, sauf si vous êtes citadin, d'avoir le vélo cargo, chercher les gosses et tout. Faut pas avoir de pression sur les horaires, ou alors faut être hyper organisé, quoi. Parce que si vous avez un métier où vous pouvez arriver à 8h, et si vous êtes à 8h01, vous avez un blâme ou un avertissement, c'est pas pareil que ceux où vous pouvez vous permettre d'arriver à 9h, 9h30. Oh, on n'est pas regardant sur les horaires et tout. C'est pas pareil, en fait. Il y a plusieurs mondes, dans l'entreprise. Et je pense que vous me comprenez pour ceux qui ont un peu navigué à travers divers emplois, quoi. Mais bon, ça revient à dire que de marcher 3 heures par jour, vous pourriez atteindre ceux qui... Donc il faudrait marcher 3 heures de marche quotidienne, hein. Donc l'équivalent de 3 heures de marche quotidienne. Donc ça peut être faisable effectivement si vous allez bosser à pied, mais j'ai envie de vous donner un raccourci, hein. Vous allez courir et vous faites de la muscu, ou vous allez pédaler, vous faites de la muscu régulièrement, et vous allez atteindre ça assez facilement. Le truc, c'est que il faut pas... Moi, par exemple, vous savez, entre mon bureau
et la machine à café, au milieu, j'ai mis une kettlebell. Comme ça, quand je passe, je fais des swings, je fais des flexions des obliques, des choses comme ça, pour mettre mon corps en mouvement. Et c'est là aussi où il y a la fontaine à eau et tout, donc du coup, ça me permet de faire ça. Après, si vous avez un bureau à vous, là où vous bossez, bah voilà, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre une paire d'haltères, vous pouvez un truc qui peut rentrer dans la déco. Et puis vous exercer de temps en temps, faire des petits mouvements, ou même si vous pouvez pas, de prendre un élastique, quoi. Et puis personne dira rien. Si vous dites, écoute, moi ça me permet de régler mes problèmes de dos ou d'épaule, et ça limite les arrêts maladie, votre patron il dira rien. Il dira rien. Donc voilà, quoi. Mais les élastiques, je trouve c'est bien parce qu'on peut les accrocher sous la chaise et tout, et puis c'est beaucoup plus discret dans un bureau, quoi. Même dans un open space, vous pouvez le faire, ou même les petits appareils à avant-bras, là, vous savez, les poignets. Tout ce qui peut aider à bouger un peu, c'est bien. Mais là, d'ailleurs, si je le fais là, vous l'entendrez au micro. Moi, il compte même les reps. Donc voilà, moi je l'ai toujours à portée de main, quoi. Donc j'en reviens à ce fameux booster. Alors c'est pas booster, mais c'est booster de forme en connaissant son profil psychologique. Donc comprendre les 5 profils de personnalité et leur impact sur l'activité physique, identifier les forces et les défis de chacun en matière d'exercice pour construire une routine, sa propre routine sur mesure, appliquer des solutions personnalisées pour réduire la sédentarité et atteindre les objectifs santé et performance. Donc c'est tout ce que vous retrouverez dans le cours que je vous ai proposé ce week-end, là. Vous avez le lien en description avec le PDF, le quiz, tout est disponible. Et comme ça, au moins, vous pouvez faire vos propres tests et avancer. Et puis aussi, aller voir l'enquête, le cours avec le test que je vous propose, là, stopper les crises de boulimie ou d'hyperphagie. Voilà. Qui est disponible directement sur mon site. Donc j'espère que cet épisode, je vais vous mettre le lien en note aussi si vous écoutez mon podcast directement sur Apple Podcast et tout, vous l'aurez. Et puis sinon, on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.